on doit surseoir le procès de Joseph Kabila parce que ce procès ne va pas rencontrer la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, je suis offusqué de le voir se rebuffer. Et c'est lui qui chante sur l'identité. Cette question identitaire, Maître l'avait souligné ici. Est-ce qu'ils ont amené Mama Sifa pour renier la qualité de son fils? Voyez-vous? Donc, la justice devrait cesser d'être cette caisse de résonance. Où est-ce qu'ils ont eu son témoignage ou son aveu? Justement, là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. C'est comme ça que... Et d'ailleurs, je m'interroge. On est en train d'attribuer la nationalité rwandaise à Joseph. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Si Joseph Kabila était vraiment rwandais, il pouvait nous amener à l'EAC. Si le haut magistrat ne veut pas l'acquitter pour insuffisance des charges à son encontre, donc on va aller dans le cadre de la cohésion, machin, prendre un acte où l'Assemblée se réunit pour amnistier tous les condamnés, ainsi de suite, pour amener ça. Je reste lire les choses un peu d'une manière politique. Parce que juridiquement et judiciairement, je suis en train de chercher par quelle paroi, par quel couloir mon petit latte a pris est en train de me bloquer. Je suis vraiment dans le blocage du raisonnement, de la réflexion en tant qu'intellectuel. Je suis comme humain en train de me tromper peut-être, mais je trouve que le dérapage de la société est allé loin. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles.
Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Les plaisirs et l'honneur sont pour moi, mesdames et messieurs, chers internautes, de vous retrouver pour cette nouvelle aventure sur votre chaîne Politicon TV, la force du détail, dans Ligne Rouge, qui va encore ce soir vous proposer un débat républicain, un débat incisif pour essayer, dans la mesure du possible, d'orienter la sphère publique ici. Nous ne vous imposons pas qu'un seul son de cloche. Nous essayons de vous donner les faits, les différentes versions et vous laisser la possibilité de vous faire votre propre opinion. Mais les débats, ici, nous le faisons dans le respect de droits fondamentaux consacrés par notre Constitution, la liberté de l'expression, mais dans le respect des uns et des autres et de la dignité humaine. Cela est important. Bon week-end à chacun et à tous. Vous tous qui nous regardez à travers les 26 provinces, nous sommes contents que vous soyez de plus en plus nombreux à nous regarder et même à vous abonner à notre chaîne, votre chaîne aussi, Politicon. Merci des remarques, des suggestions et même des commentaires que vous nous laissez sur notre chaîne. Nous les lisons volontiers. Allez, pour ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses. La décision des justices qui vient de laver, c'est le moins que l'on puisse dire, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité, François Béat. Nous allons aussi, de l'autre côté, faire l'analyse de cette décision et aussi le procès contre Joseph Kabila, 24 milliards à payer à titre d'intérêts et dommages d'après le ministère public. Aussi, on parlera d'un début des discussions directes entre le gouvernement congolais et la délégation de l'AFC M23 à Doha. Selon les dernières informations, l'équipe gouvernementale et aussi une partie de la délégation de l'AFC M23 ont déjà quitté leur base pour Doha, où le début des discussions va commencer, sauf tremblement de terre, dans les prochains jours. Merci de votre confiance. Restez avec nous pour une analyse en profondeur et des questions qui éclairent le schéma de la République. Nous sommes contents pour aujourd'hui d'avoir pour une première sur ce plateau Marcel Kei Kadimba. Vous êtes au cadre du parti Piste pour l'émergence de cette Kikuni. Soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation, M. Gédéon. Comment la santé et quelles sont vos premières impressions chez nous? En tout cas, je vais très bien, je me porte très bien. Et je vois Politicon, c'est un beau cadre, et vraiment apprécié. Et j'invite tout de même aux amis, aux camarades du parti, de passer de temps en temps ici et d'éviter leurs analyses. Et donc, je salue en passant mon président national, Seth Kikuni. Avec lui, nous continuons cette lutte pacifique parce que nous ambitionnons ensemble, vous voyez, parce que nous sommes en train de mûrir les ambitions, répondre favorablement aux aspirations profondes de la population. Et justement, nous avons une vision, celle de bâtir un Congo
fort et plus beau. Et parce que nous avons un projet de société nouvelle donne articulé dans 4 axes, parce que ça s'étend à 405 projets autonomes et formels. Et ces 4 axes, c'est entre autres l'axe politique où nous visons à organiser la société pour satisfaire les besoins de base ressentis par le peuple et implémenter un leadership de qualité. L'axe économique, c'est celui de faire, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo une véritable locomotive en Afrique et surtout d'en faire une puissance économique. Pourquoi pas demain parler de la République démocratique du Congo faisant partie du BRICS. Et l'axe social, c'est celui qui nous amène, n'est-ce pas, à implémenter les projets à caractère social, c'est-à-dire donner à la population congolaise les logements sociaux, un salaire décent, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, l'insécurité infrastructurelle et tout ce qui va avec. Et l'axe relations internationales, c'est celui qui nous amène, n'est-ce pas, à apporter une bouffée d'oxygène dans notre politique extérieure, parce que l'élément d'extranéité est pris en considération, et surtout combattre cette diplomatie des casinos qui nous amène toujours à genoux, alors que nous sommes un géant en Afrique centrale et nous pouvons amener le développement et devenir vraiment la véritable locomotive en Afrique centrale. Et comment se porte-t-il déjà? On constate que depuis sa sortie des prisons, il a perdu un peu de sa superbe et il s'est estompé un peu dans son engagement pour le Congo. Justement, il est pensif. Il est pensif parce que, vous savez, c'est après son déplacement vers le Lubumbashi où il avait esquissé quelques prononcés à l'égard de Katangé. Et parce qu'il avait parlé de Katangé, on l'avait taxé d'un tribaliste. Alors nous nous étions posé des questions. Comment est-ce que un citoyen congolais qui s'exprime devant les Quinois, quand il prononce les mots Quinois, on les taxe d'un tribaliste. Quand il exprime les mots Katangé, on les taxe d'un tribaliste. Et après on l'a amené en prison. N'ayant pas trouvé des preuves tangibles et palpables, on l'a chassé de la prison. Et jusqu'aujourd'hui, cette Kikouni ne sait pas pourquoi on l'avait chassé de la prison. Et il ne sait pas, est-ce qu'il avait bénéficié sur base de quelle décision avait-il été libéré? Il a été chassé. Je vous dis qu'il avait été chassé. Et jusqu'aujourd'hui, nous nous posons des questions. Est-ce qu'il avait bénéficié de la liberté provisoire? Est-ce qu'il avait bénéficié de la liberté conditionnelle? Ou soit il a été acquitté? Jusqu'aujourd'hui, nous savons que nous avons été chassés de la prison. Et si c'était une libération conditionnelle, on ne sait pas. On n'en savait rien. On ne sait pas en tout cas. Ah, mais le contexte aussi dans lequel il a tenu ses propos dans le Haut-Katanga. C'était un échange, c'était une conférence avec les jeunes. Ceci ne pouvait pas être prêté à confusion. Non, ça ne pouvait pas prêter à confusion parce que vous êtes de Kalemi. Moi, je suis originaire du Maniema. Je suis né à Kalemi, grandi à toute ma famille est à Kalemi. Quand le président de la République venait à Kalemi, quand il va s'adresser aux Kalémiens, il va dire, cher Kalémien, il va dire, cher Katangé, s'il est au Katanga, il va dire, cher Maniémien, s'il est au Maniema. Mais prononcer les mots, les concepts Maniémien, Katangé, c'est là, illustre le tribalisme. Malheureusement. Allez, merci beaucoup, soyez les bienvenus. Nous pensons que vous allez aussi intégrer ces panels d'invités restreints. Pour Politicon. Je suis enchanté. Merci beaucoup. Et aussi, on a aussi le plaisir d'avoir sur ce plateau maître John Padou Bonolinoli. Vous êtes cadre ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Récemment, vous avez été invité pour une séance de travail au cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Comment cette séance de travail s'est-elle passée avec l'autorité? D'abord, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci de cet appel pour que j'apporte ma petite contribution, ma réflexion à ces cadres d'envergure, ces cadres respectés qu'on appelle Politico. Je salue mon co-débatteur. J'espère que l'apport de chacun amènera quelque chose sur ceux qui nous suivent. Surtout nous qui avons le temps de lire sous les commentaires pour avoir des suggestions des uns et des autres. Donc, je dois vous dire que effectivement, nous avons été invités. Invités par le VPM, ministre de l'Intérieur. Parce que, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur a à ses charges, entre autres, la gestion des partis politiques. Donc, à ce stade, nous avons trouvé quelque chose de différent dans cette gouvernance.
hautement, bon, comment on dit, cette gouvernance tristement célèbre. Moi, il y a quelques pions qui essaient de respecter les choses. On évita convenablement, c'est ce qu'a fait le VPM de l'intérieur. Nous avons été reçus. La séance de travail a été axée sur un soi-disant ou un rapport des fameux experts des Nations Unies qui auraient dit mettre dans ces rapports, selon le ministre, que nous serons en accointance avec nos frères des AFC, M23. D'abord, nous n'avons pas compris c'est quoi être en accointance. Nous avons dit, bon, nous sommes un parti politique, comment nous pouvons être en accointance? On ne peut être que, comment on dit, il y a un terme, en fait, en collaboration avec un document, par exemple, comme nous le faisons avec d'autres partis. Ça, c'est un premier élément. Et finalement, on nous laisse attendre par la même voie que non, c'est notre autorité morale qui a des accointances avec certaines responsabilités. Nous avons fait comprendre que d'abord, nous ne comprenons pas tout ça parce que nous sommes venus ici représenter le parti politique Ensemble pour la République qui est une personne morale. Et que s'il y a un individu, j'ai même suggéré en disant que est-ce que si je vole, on me trouve voleur ici au cabinet? On va aussi poursuivre mon parti politique. Donc, c'est un rapport qui a été un rapport moins documenté. Il n'y a aucun support parce que nous avons demandé sur place. Nous aussi, on l'a lu dans les réseaux sociaux. On pensait que bon, ce sont des trucs jetés parce qu'on a fouillé dans les sites des Nations Unies, le rapport n'existe pas. Bien que ça. On dit, bon, il a des accointances. C'est celui qui allègue le fait qui apporte les preuves. Ce n'est pas le fait de citer quelqu'un qui... C'est comme si nous sommes dans une présomption de culpabilité. Ou lorsqu'on vous cite, comme on le voit, on vous considère comme un criminel. Il a été cité, bon, s'il a été réellement cité, en quoi le parti est engagé dans ce truc-là? C'est un peu du mélo-mélo. Et je crois que l'Excellence a dû comprendre avec ses collaborateurs qu'il n'en était pas question. Et puis, bon, Moïse Katumbi, quand il a vraiment besoin d'avoir des acquaintances avec les gens, il va le faire par des drôles signes. C'est un homme de paix, c'est un homme qui sait servir son pays. Nous avons levé l'option. Encore un dernier élément de détail est que la différence entre nous et certains partis politiques, c'est le fait, d'abord, notre parti a 100 cofondateurs. Ou fondateurs, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Deux, ce sont les organes. On décide au sein des organes. Et pour le cas d'espèce, quand il y a une question majeure d'actualité, si le bureau politique ne se réunit pas, au-delà du congrès et du conseil national, il y a le comité directeur qui fait office du bureau politique. Donc un seul individu, qui qu'il soit, ne peut pas engager le parti d'Ensemble pour la République. Non. Vous avez déjà vu Moïse, lorsqu'il fait ses tweets ici, là-bas, président d'Ensemble pour la République. Non, ça n'existe pas. Mais avec tout le poids qu'il représente au sein du mouvement, il peut aussi influencer certaines décisions. Influencer certaines décisions, c'est dans le cadre interne. Il y a un débat permanent. Chez nous, nous considérons qu'il est président national du parti. Il a son mot, il a ses privilèges, il a ses droits. Aussi, tout membre effectif a aussi des droits. Alors, l'organe habilité à le faire, c'est l'organe qu'on appelle comité directeur. Et le comité directeur s'est réuni pour balayer toutes les questions. Parmi les éléments, je peux vous donner un support que j'ai avec moi, la préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Nous l'avons mis dans notre propos, la lutte contre les antivaleurs. Pour nous, prendre les armes, cohabiter avec ceux qui prennent les armes, c'est une antivaleur. Nous ne jetons pas ça. Et puis, nous avons tendu la main, suivez-moi, nous avons tendu la main à l'opposition non armée. Ça peut se comprendre qu'on aurait tendu la main à l'opposition. On va dire qu'il y a l'opposition armée et l'opposition non armée. Mais nous avons tendu la main à l'opposition. Ça, officiellement, non c'est ce armée. que vous dites. Mais dans les coulisses, s'il y a des choses qui se passent, les services, le gouvernement doit être en mesure ou est dans le droit de vous inviter pour une séance de travail et pour lever toutes les zones d'ombre. Je ne saute pas sur, parce que le débat est intéressant sur le titre que vous avez dit à analyser. Mais c'est quoi ce truc de dire officieusement et officiellement? Vous pensez un parti politique responsable, avec ses droits et ses privés en règle? Nous sommes parmi les rares partis qui ont même un rapport financier. Et nous déposons chaque mois de mars au ministère de l'année.
Nous sommes en règle, même lorsque nous sommes en convention. Nous écrivons, nous saisissons, voici les résolutions de nos conventions. Je vous remets, que vous non prétextez ignorance, vous pouvez le faire. Ça, c'est notre déclaration politique. Les faits sont sacrés. Comme les faits sont sacrés, on ne va pas s'imaginer. Finalement, je risque de me promener avec ma femme, vous dire que non, c'est l'ensemble qui se promène. Les individus sont différents de l'organisation. Donc, Moïse a ses contacts, a ses charges, qui n'ont rien à faire avec les charges qu'il a au parti politique. Parce que les charges sont des charges par attribution. Donc, s'il y aurait un fait quelconque qui lui aurait posé, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui va le convoquer. Est-ce que vos échanges ont permis au VPM de l'Intérieur d'en être convaincu et pour l'heure, rien à craindre? Je peux vous rassurer que le ministre de l'Intérieur, je le prends au mot, il a dit qu'il a toujours été très regardant et satisfait de notre comportement, même dans notre manière de communiquer. Il a ajouté en disant qu'il connaît notre président très bien, une manière de dire qu'il hésitait même de croire à ça. Donc c'était une séance de travail pour avoir notre version de fait et nous l'avons totalement convaincu. Et rien à faire, il n'y a rien, nous nous comportons comme des républicains. Notre combat reste pacifique et démocratique. Parce que l'année qui vient, là, durant les élections, nous allons chasser cette incompétence et nous allons prendre les affaires en main. Voilà. Et vous verrez comment ça va s'arranger. La conquête du pouvoir par de voies démocratiques, c'est ce qui doit définir pour le parti. Alors, qu'est-ce qui pourrait mieux expliquer ce retournement des situations dans l'affaire François Béat? Vous savez que je suis excité à lire la motivation du juge. Je suis poussé à voir les documents pour lire quelle est la motivation qui fait que quelqu'un qui a été qualifié de tous les mots. Quelqu'un qu'on a dit que pour ça quelque chose comme ça. Quelqu'un qu'on a dit requérir, voilà. Quelqu'un qu'on a avec armes, munitions, tout ça ramassé comme un vulgaire, jeté en prison. Je suis tenté de lire l'œuvre pour voir quel a été l'argumentaire du juge, du haut magistrat par rapport à cette question. La deuxième chose, je suis tenté, avec hésitation, de dire que, oh là là, il y a quand même la justice. Je dis avec hésitation. Pourquoi je dis avec hésitation? Parce qu'il y a une donne purement politique, il y a une donne de rumeurs qui a pris vent et c'est ce qui s'est réalisé. Est-ce que voudrions nous dire que la rumeur a atteint même le palais? Parce qu'il m'a été appris que la rumeur à la cité, mais les droits au palais. Les gens peuvent raconter, mais c'est les droits qui se dit au palais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une fuite en avant de la décision du juge? Avec beaucoup de pression. En tout cas, on a pris ça même dans le marché central, ainsi de suite. On écoutait suivre ça. On a même lu dans les réseaux sociaux quelque chose du genre. Ça voudrait nous dire qu'aujourd'hui, même les droits de délibérer évacués dans la communauté, avant même que la décision soit prise. Bref, je reste sous serment en disant que au moins le juge a été indépendant. En attendant que je lise son œuvre, il ne s'est pas contenté de ce qui a été ramené de l'autre côté. Aussi dans la phase des interrogations à poursuivre, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voudrait inquiéter quelqu'un, lorsqu'on soupçonne qu'il aurait commis des faits infractionnels, le traitement réservé à ce présumé innocent, qu'est-ce que la justice a dit par rapport au traitement que le compatriote a dit subir? Nous avons besoin, nous par exemple, Ensemble pour la République, nous avons comme devise, entre autres, la justice, la liberté et la solidarité. Nous ne commençons pas avec la liberté, nous commençons avec la justice. Une justice juste fait que même dans votre comportement de liberté, même dans votre droit libre, vous devez vous conformer au texte. Nous sommes assoiffés de voir une justice qui fait son travail comme le cas. Nous présumons que c'est le cas de quelqu'un qui a été acquitté, au-delà des charges qui ont été mises, haute trahison, ainsi de suite, mais aujourd'hui acquitté. Donc, il serait aussi prématuré d'aller dans le fond, dans la profondeur de cette décision. Nous constatons sous serment qu'au moins, le juge ne s'est pas conformé. C'est dit parce qu'il a le pouvoir de qualifier, de requalifier, de disqualifier les faits qui sont par devant lui. Alors, ce qui fait que peut-être dans des jours à venir, parce que c'est quand même quelque chose, ça reste une jurisprudence, c'est la haute cour qui s'est prononcée, c'est le sommet de notre justice militaire. Et donc, nous
constatons que les hauts magistrats ont dit dire le droit convenablement parce qu'ils ne se sont pas fiés à ce qui a été. On est à tous les faits, ils ont trouvé qu'ils devraient être acquittés. Pour le reste, nous osons croire que le comportement des agents qui viennent agir avant que ça n'arrive au parquet doivent avoir un comportement humain parce que qu'est-ce qu'ils diront lorsqu'ils vont se rencontrer avec un homme acquitté de la République? Comment ils vont se comporter devant lui? Ça sera un sourire jaune ou un sourire amer? Merci beaucoup. Êtes-vous tenté aussi à dire comme Maître Padou que la justice s'est finalement affranchie de l'ordre politique? Je peux esquisser quelques mots sur ce que Maître venait de dire. Quand Maître dit qu'il était tenté de lire les motivations, moi aussi je suis tenté de lire les motivations. Mais je dirais tout simplement que c'était une guerre des palais. Parce que j'ai l'impression que la Cour, quand elle prend son jugement, quand elle prend ses décisions, c'est-à-dire que c'est sur fond des rumeurs de la rue. Donc ça démontre à suffisance que la justice, elle est vraiment malade. C'est-à-dire sans preuve tangible, sans preuve matérielle, on peut condamner quelqu'un. C'est comme ça que j'étais en train de dire ici, par exemple sur la condamnation du président Sédhiou. Sans aucune preuve matérielle, on envoie quelqu'un en prison. C'est-à-dire pour M. Béa, il était le sécurocrate. Voilà, l'agent de sécurité du président de la République. Il a travaillé avec lui. Il connaissait les secrets du palais de la nation. Il connaissait les secrets de l'État. Mais il y a des bruits qui ont circulé, faisant état comme s'il il aurait dit, chef Bikaka, Kolia Foufou, tout ça. Et après, c'est une question, il aurait comploté contre les chefs de l'État en faisant le coup d'État et tout ce qui va avec. Et après, aujourd'hui, la justice l'a acquitté. Qu'est-ce que moi je peux encore dire? La justice, elle est malade, comme on l'a toujours dit. Et les chefs de l'État l'avaient confirmé, le président de la République, et la justice, elle est vraiment malade. Donc, si je peux placer un mot, c'est avec des difficultés, parce que c'est une guerre des palais, c'est entre eux. Déjà, il y a une méfiance réciproque entre les chambellans du roi issus de l'UDPS, issus de leur famille politique, et les gens qui ont trouvé, n'est-ce pas, au palais de la nation, soit en travaillant avec Joseph Kabila, c'est-à-dire que c'est une sorte de chasse aux sorcières. Si vous regardez très bien, les gens qui ont travaillé avec Kabila ne sont pas vraiment pris en considération. Ils n'ont pas confiance envers eux. S'ils l'ont blanchi aujourd'hui, je ne sais pas la motivation et je suis mal placé vraiment à placer quelques mots, mais je peux justement conclure que la justice, elle est vraiment malade. Et maintenant, il est acquitté, lavé de toute tâche. Quelles conséquences alors politiques et même politique, parlant justement de sa carrière, cette décision de justice pourra-t-elle avoir des conséquences sur sa carrière politique, même publique? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aurait des conséquences sur sa personne parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il n'y avait pas eu de coup d'État. Et la justice vient de prononcer. Et tout le monde le savait que c'était une guerre de palais entre les chambellans du roi, ceux qui aiment bien appeler le roi soleil et tout ce qui va avec, et quelqu'un qui fait très bien son travail. Tu sais, François Béa, c'est un homme très charismatique. Je ne sais guerre pas. De palais parce que l'homme de François Béa dérangeait les chambellans une certaine catégorie de... Surtout les tambourinaires. Il y a personnes. des gens qui convoitaient son poste et ils voulaient chercher à tout prix pour qu'il soit investé. Tu vois? Donc, c'est une guerre de palais et je pense que dans son chef, dans sa personne, une tuite personnelle, la personne de François Béa, il n'y aura pas de conséquences. Même si le président de la République comprenait la question, il pouvait peut-être le placer dans un autre poste ou dans d'autres fonctions pour travailler pour la République. Sous François Béa, on a assisté à des fuites de documents. Qu'est-ce qui a bien changé après François Béa au poste qu'il occupait? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qui a changé parce que nous sommes dans le fourre-tour.
Parce que la présidence aujourd'hui a perdu ses lettres de noblesse. La présidence d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on connaissait. Vous voyez? Donc, quand vous êtes à la présidence, quand vous êtes au Palais de la Nation, à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais aujourd'hui, ce sont des photos qui fuitent, ce sont des documents confidentiels qui fuitent. Et donc, il n'y a plus de sérieux. Donc, moi, je ne pense pas que c'est lui qui l'avait remplacé comme chargé de sécurité du chef de l'État. D'abord le professeur Sambo, justement, et puis remplacé par Ebéran de Ebéran Kolongel a été aujourd'hui. vraiment à la hauteur. Parce que si vous comparez même les carrures, bon, je ne sais pas si c'est un jugement de valeur, mais si vous comparez les carrures entre François Béat, il y a une longue carrière en sécurité, en matière de sécurité et de renseignement. Et le professeur Ebéran, il n'y a pas photo. Ok. Et acutement, on va finir avec vous. Et c'est une victoire de la justice sur la politique parce qu'elle s'y est mêlée d'une manière ou d'une autre. Vous savez que la justice est basée sur la cohérence de sa vérité. La vérité a une cohérence, surtout la vérité judiciaire. C'est-à-dire que ça part du genre d'un syllogisme, ça aboutit à une cohérence d'idées. C'est comme ça que nous disons, peut-être comme simple, le tout dernier intellectuel qui peut être dans ce pays, on a envie de jeter un regard sur ça. Mais s'il faut dire subitement que, au moins ici, la justice s'est prononcée d'une manière indépendante, je reste croire. Si seulement les rumeurs n'ont pas précédé ça, c'est comme ça que nous hésitons d'aller sur une analyse assez objective. On se dit, mais qu'est-ce qui fait que les délibérés est sorti bien avant? C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça a été un dictat du politique sur le judiciaire? Le judiciaire devait une caisse où on essaie d'exécuter tout ce que le politique voudrait dire. Alors la justice, maintenant, que devra-t-elle faire? On doit se limiter qu'à blanchir ou à quitter François Béat, ou aussi on doit aussi le réhabiliter dans ses droits, surtout après que son honneur aura été écorché au sein de l'opinion publique. Ceci sera la demande de M. Béat. C'est la demande parce que l'honneur a été atteint. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut sauvegarder comme l'honneur. Il peut faire une action réconventionnelle par rapport à cette décision pour dire que j'ai été humilié, j'ai été ceci, j'ai été traité de tous les maux par les gens de la société et même par le pouvoir. Il faut aller jusque-là. Alors, donc, aujourd'hui, ils doivent me rétablir dans mes droits parce qu'ils sortent tête haute finalement. Si aujourd'hui, Kamere pouvait reprendre jusqu'à devenir député national, aujourd'hui président de l'Assemblée, avant il était même vice-premier ministre, à plus forte raison que qui a été acquitté pour devenir blanchi par une première décision de la haute cour. Donc, pour les questions nominatives, et je ne reste pas là trop parce que je sais qu'avec ces pouvoirs, quel que soit le brillant que vous pouvez y mettre, tant que la direction, tant que la tête ne gouverne pas bien, rien de bon ne sortira. Ils ont déjà donné l'intérêt qu'ils peuvent donner. Je ne vois pas un François Béat de Sakari accepter encore de reprendre le travail avec ces gens, de peur qu'ils tombent dans le même coup d'un montage. Allez, merci beaucoup. On va prendre un autre sujet d'actualité, toujours la même justice qui est en train de poursuivre Joseph Kabila, Kabangé. Les avocats de la République estiment que Kabila doit être poursuivi, non pas comme traître, mais plutôt comme espion du Rwanda. Avec vous, on va parler pendant quelques minutes. Marcel et Kadimba, procès contre Joseph Kabila. Quelle lecture faites-vous de ce procès contre Kabila et la dernière audience qui s'est tenue hier? Est-ce que le procès en lui-même prend une autre tournure? Bon, quand je suis scrupuleusement les gens du PPRD disent que le procès de Joseph Kabila, c'est un théâtre. Et de par mon analyse, le procès de Joseph Kabila, pour moi, c'est à la fois un procès revanchard et aussi un procès bâillon. Revanchard, pourquoi? Parce que ça, j'ai dit en tant qu'opposant. Revanchard parce que nous avons des évidences. Mata Taponio est banni sur la liste
d'éligibilité. Bukangalozo était un procès revanchard. Parce que lui-même clamait haut et fort. Je suis poursuivi parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée, la fameuse Union sacrée. Il y a le jeune turc. La débâcle de Bukangalozo qui a été constatée. Justement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, d'après nos informations, Bukangalozo s'est transformé en un vaste champ où le chanvre est cultivé. Justement. Est-ce que les autorités sont-elles au courant ou pas de cette situation? Je me limite à en dire que ça. Et puis, je vais placer juste un mot avec Bukangalozo. Moi, j'avais mangé les maïs, farine. Tout le monde ici, et même Maître Padou, voilà. on en a mangé. Voilà. J'étais disant, monsieur Gédéon, que c'est un procès revanchard. J'ai donné l'évidence de Bukangalozo avec le professeur Matata Pogno. Et c'est lui qui a été encore sur la liste, c'est les jeunes crocodiles Moutamba. Parce que lui aussi a dérangé. Il exprimait des velléités présidentielles en poussant trop vite ses cheveux. Il croyait que le boulevard présidentiel lui sera favorable. Et il est écarté. Et donc, ça aussi, c'est un procès revanchard. J'en viens avec Joseph Kabila. C'est un procès revanchard parce que la tête de Kabila dérange. Parce que dans tous les milieux spirituels, politiques, diplomatiques, on est en train de soupçonner son retour. Non, ne me dites pas ça. On est en train de soupçonner. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que le spirituel viendrait on jouer? On est en train de soupçonner. Dans ce que nous disons. Je pèse bien mes mots et le maître est là. Il connaît au moins la genèse de chaque. On est en train de soupçonner son retour. C'est comme ça qu'il fallait plus vite l'écarter. Donc l'ombre d'un retour Joseph Kabila au palais de la nation reste de mise. Et justement. Le procès, il est bâillon, tout simplement parce qu'on est en train de vouloir museler l'opposition. Là, nous en faisons partie. Parce que nous aussi, nous avions été victimes d'emprisonnement avec notre président et on a été chassés de la prison. Quand on condamne Joseph Kabila, c'est-à-dire qu'on a condamné le FCC. Et au sein du FCC, sera, je ne sais pas, la débâcle ou des sauve-occupés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un espoir, il y aurait d'espoir dans les chefs du PPRD et du FCC. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, le LGD est fragilisé parce qu'on a condamné leur président national. Dupont sera fragilisé parce que je suis en train, ce n'est pas du juridisme, mais je suis en train de croire qu'on va condamner M. Moutamba et on cherche à condamner Joseph Kabila pour fragiliser le FCC. Et moi, je pense que ce n'est pas de bon augure. Nous sommes dans une république. Surtout que Joseph Kabila, aujourd'hui, si je peux reprendre les mots du professeur Trifon Kinge Moulumba, c'est l'homme le plus malheureux de ce pays. Pour avoir fait quoi? On lui refuse sa femme. Sa femme n'est pas sa femme. On lui refuse ses enfants. Ses enfants ne sont pas ses enfants. On lui refuse ses parents, sa mère. Sa mère n'est pas sa mère. Son père n'est pas son père. Et aujourd'hui, on veut lui refuser sa patrie. C'est-à-dire que Joseph Kabila veut devenir un apatride. Et ça, je condamne. Je condamne pourquoi? Parce qu'il y a des instruments internationaux qui interdisent la patrie. Là, je vais vous parler de la Déclaration du droit de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur pied de l'article 15, cette déclaration, on interdit la patrie. Il y a un autre instrument international, la Convention sur l'apatridie. Sur pied de la disposition de l'article 1, on interdit l'apatridie. Quelqu'un qui a été président de la République pendant 18 ans. Je suis en train de me rappeler de l'annonce des RFI. Nous sommes en 97. Là, Joseph Kabila n'avait pas encore mûri les velléités et il ne savait même pas qu'il serait président de la République. Lorsqu'ils étaient en train de chasser la dictature de Mobutu, la prise de Kisangani, la RFI avait désigné Joseph Kabila comme le fils de Mouzé. Mouzé lui-même de son vivant désignait Joseph Kabila comme son fils. Et aujourd'hui, on veut lui refuser, je ne sais quoi dire, sa patrie. Joseph Kabila, il a trouvé cet État en lambeaux dans le Grand Équateur
Jean-Pierre Bemba était seigneur de guerre. Il est président de la République dans cette contrée-là. À l'est, il y avait Azarias Roubéo, président de la République, ces contrées-là. Et à l'ouest, ici, c'était Joseph Kabila. Il s'est sacrifié comme jeune, à 29 ans, d'accepter de se mettre autour d'une même table avec les belligérants pour nous doter la Constitution. Accepter de partager le pouvoir. La Constitution porte instaurer la sa démocratie. signature. Instaurer la démocratie. Mhm. Et si vous lisez cette Constitution, ce n'est pas une Constitution impérialiste. Ce n'est pas une Constitution monarchique. C'est une Constitution républicaine et démocratique. Pour preuve, lisez l'article 5 de la Constitution. On vous dit que la souveraineté appartient au peuple. Ce n'est pas impérial. Est-ce que selon la tournure que prend ces procès, S'il vous vous êtes plaît. convaincu que Kabila finira par être coûte que coûte condamné? C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Je vais un peu citer la mémoire, la mémoire collective des Congolais. J'étais en train de parler de la Constitution. Cette Constitution a été combattue par l'UDPS, les gens qui sont au régime aujourd'hui. Mais c'est cette Constitution qui a favorisé que l'UDPS prenne le pouvoir via une alternance pacifique et civilisée. Mhm. C'est cette Constitution-là qui consacre l'existence de nous comme opposants. Opposition. Lisez l'article 8 de la Constitution. Allez, revenez sur le procès. Voilà. Mhm. Donc, moi, je pense que tout est fait à dessein. Il faut voir les motivations des avocats de la République. Et c'est pour obtenir la condamnation pure et simple de Joseph Kabila et de l'écarter du pouvoir. Mhm. De l'écarter de toute velléité. Et politiquement, s'il a des ambitions de revenir au pouvoir, même par de voie démocratique, il lui sera quasiment impossible. Impossible. C'est ça. Et c'est ce que nous condamnons. Nous avons besoin de restaurer cette cohésion nationale qui est déchirée. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est mal géré. Nous sommes dans une situation de prévarication. Nous sommes dans une situation où l'État est en déliquescence. Nous avons besoin de l'unité et de la cohésion nationale. C'est comme ça que nous, opposants, avec les amis qui sont ensemble, nous militons jour et nuit. Mais même du point de vue pacifique, quand nous manifestons de manière pacifique, alors que la Constitution nous les garantit, si vous lisez l'article 22, 23, 24, 25, 26, on parle de toutes ces libertés-là. Aujourd'hui, quand on prend l'initiative de manifester pacifiquement contre la faim, contre l'insécurité alimentaire, contre l'insécurité infrastructurelle, contre les sécurités qui accusent, n'est-ce pas, la défaillance dans les chefs de la défense nationale, nous serons tous pillés. Nous serons réprimés. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? C'est-à-dire que Joseph Kabila lui-même vous a dit, lui ne fait pas partie du mouvement AFC M23. Moi, je ne suis pas son avocat. Nous tous, ici qui sommes à Kinshasa, nous disons, nous allons lutter pacifiquement. Mais est-ce que vous ne dites pas ça parce que vous êtes de l'opposition et que vous cheminez ensemble, vous avez presque le même objectif de renverser le pouvoir de Kinshasa, ou vous dites parce que vous voulez être cohérent avec vous-même et logique? Je suis cohérent envers moi-même et je suis cohérent envers le peuple congolais et avec la Constitution. Je ne dis pas parce que je suis de l'opposition. Moi, j'ai combattu Joseph Kabila depuis que j'étais en première graduée. Et jusqu'à l'alternance pacifique, je l'ai combattu toujours. Mais on peut débattre sur ses erreurs politiques. On peut débattre sur sa gestion. Mais on ne peut pas quand même lui ravir la nationalité. C'est ça le vrai débat. Merci beaucoup. Et la jeunesse qui a contribué au changement, à l'alternance démocratique, cette jeunesse-là, aujourd'hui, elle est abandonnée à elle-même. Parce que le combat a été porté par cette jeunesse. Justement. En tout cas, je me rappelle encore les images du boulevard lorsque les jeunes gens défiaient le pouvoir. Même le rouleau compresseur qui était mis en place pour mater ou encore pour réprimer les manifestations. Oui, ça fait partie des faiblesses du régime Kabila, incarné par les hommes aujourd'hui au passé malheureux, qui y ont traversé à la première sollicitation avec armes et bagages pour rejoindre l'Union sacrée. Un instant, je dirais. La parole doit tourner. Parlant de cette image-là, je voulais juste placer un petit mot. Vous savez, l'image emblématique du 19 septembre 2016, l'image qui est même sur YouTube, portée par Peter Tchani avec le vrai journal. Regardez cette image-là,
vous allez constater la figure d'époux. C'était bel et bien moi. Allez, merci beaucoup. Maître Padou, que gagnerait la République en poursuivant Joseph Kabila? Rien du tout. Rien du tout. J'étais en train de m'interroger en suivant mon co-débatteur, Marcel. Il trouve les termes. J'ai la difficulté de trouver les qualificatifs comme lui. Mais je suis en train de m'interroger sur là où nous allons. Est-ce que nous aurons quelque chose à dire à la génération lendemain, à nos enfants qui sont aujourd'hui jeunes, parce qu'ils vont nous reprocher que vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Au moins, nous aurons l'état de dire que nous avons prêché à Politico pour leur dire que tout ce qui est en train de se déraper n'est pas bon pour la société. Imaginez-vous, on remet en doute votre filiation par des tierces personnes qui ne vous ont pas vu venir. Mettez-vous en place. On refuse, comme il a dit, que votre femme n'est pas votre femme. Que celui qui a dit que c'est son fils, non, lui a menti. Il y a même des gens, pour ne pas les citer pour une publicité contraise, qui ont dû travailler avec Kabila. Dans le cas d'espèce, qui mieux peut reconnaître la paternité ou la filiation d'un fils que son père ou sa mère? La loi vous dit ceci, a pour père le mari de sa mère. C'est ça le terme de la loi. Ce n'est pas présomption de paternité que nous sommes pères de nos enfants. Mais la mère connaît c'est pas bien sa ses maternité. enfants. Lorsque vous voulez remettre en doute, encore que les juges pour lesquels vous évoquez le problème de la paternité, ce n'est pas les juges compétents. Non, je suis en train de lire les faits, excusez-moi. Les juges compétents seraient qui dans ce cas? Celui des grandes instances. C'est une question préjudicielle. De la cour militaire. Oui, la haute cour militaire n'est pas habilitée mais la cour militaire à poursuivre Joseph Kabila sur cette question précise. La cour militaire pénale, c'est le juge civil qui intervient. Il faut une surséance pour une question préjudicielle de la paternité. Encore qu'il faut avoir la qualité de remettre en doute la paternité. Donc le procès, si je vous comprends bien, maître, vous allez m'excuser, serait en train de prendre une autre tournure. Un dérapage drôle. En tout cas, je suis en train de dire le fait. Encore que j'estime que le juge, lorsqu'il aura l'état de se prononcer, va se déclarer incompétent par rapport à des questions soulevées. Quelle est la preuve de la nationalité? Et pourquoi les avocats le font? Ne savent-ils pas que ce sont des moyens que nous utilisons, mais qui ne pourront pas être acceptés par le juge? Il ne faut pas me pousser à des sanctions. Je ne suis pas le juge des avocats. Les avocats font leur travail. J'estime qu'ils le font bien. Je suis en train d'analyser les faits qui sont là. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, j'attends à dire que c'est aujourd'hui qu'il y aura plaidoirie, donc on a le réquisitoire du ministère public aujourd'hui, et puis la suite. Mais l'instruction, qu'est-ce que nous retenons de l'instruction jusque-là? On est dans autre chose, on est dans la signature. Comment l'avocat peut devenir spécialiste des signatures? Pour attester l'authenticité de ce que vous avez sur le papier. Est-ce que nous avons des instruments, en fait, comment vous dites, des matériels capables de détecter? Il est poursuivi pour trahison. Que viennent faire tous ces nouveaux éléments qu'on ajoute? Nous perdons les repères. Nous perdons nos repères parce que nous voyons comme un spectacle éhonté. Parce que nous avons quand même besoin de savoir qu'est-ce que Kabila a fait. Nous avons le droit de le connaître par une justice où on voit l'instruction. Je parle encore dans une hypothèse où, la première fois, je vous ai dit ici que quels sont les indices sérieux de culpabilité que l'auditeur a dû retenir contre Kabila parce qu'il n'a jamais auditionné Kabila. Pouvons-nous dire aujourd'hui que Kabila est présumé innocent? Il y a une autre intervention qui m'a glacé le sang et j'ai eu des pincements au cœur quand j'ai suivi. On connaît bien son statut, c'est un homme que je suppose est respectable et honorable, maître Jean-Marie Kabengela, qui remet même en doute l'identité. Joseph Kabila, le nom, post-nom, tout ça.
Et il va plus loin en disant que même sa mère, Mama Sifa, ne reconnaît pas, n'est pas sa mère. Mais pourtant, elle est vivante. Mais pourquoi ne pas l'appeler comme parmi le... Vous appelez comment? Le renseignant. Edoye Kabenge, là, moi je l'appelle comme ça, c'est parmi les ténors avocats que nous avons. On ne peut pas remettre en doute son niveau, sa capacité d'analyser les faits juridiques. Mais nous devons aussi prendre le courage de lui dire la vérité, mais c'est quand même extrêmement grave. Est-ce qu'il a la procuration de Maman Sifa pour nous avouer que ce n'est pas elle, la maman de... C'est là où nous perdons de repères. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, nous ramassions. Nous ne disons pas que Kabila n'aurait pas commis une infraction. Nous voulons une justice qui est équitable. Il a ses moyens de défense qu'il doit présenter. Or, il y a une procédure. Il est question de savoir où se trouve Kabila et saisir cet état-là pour dire que c'est un fugitif. Nous avons besoin de lui pour présenter ses moyens de défense. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire l'exploit qui a atteint Kabila là où il est? On nous a montré ça. Parce qu'il a le droit de présenter ses moyens de défense. Cet axe, je comprends qu'il y ait diligence, nous sommes en matière pénale, mais nous avons des indices sérieux à partir de quoi? C'est après avoir pris les informations. L'accusation est là. Vous interrogez celui qui est concerné. Vous trouvez qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et vous faites fixer le dossier. Qu'est-ce que nous allons enseigner? Malheureusement, dans cette république, même quelqu'un qui a fait une maison inachevée, et lorsque ça ne tient plus, ça devient l'université. Vous avez dit la dernière fois avec moi que la médiocrité a atteint tous les domaines. C'est devenu une valeur. On peut venir ici, même dans votre travail. Qu'est-ce qu'on ne constate pas lorsqu'on ouvre nos petits téléphones? N'importe qui tire sur n'importe quoi. Il faut faire un peu de sex-up dans ces pays pour que ça soit suivi. Une émission comme la vôtre, vous allez trouver 10 000 personnes alors qu'on devrait avoir des milliers qui doivent suivre ça. Parce que ça a un aspect... Lorsque nous quittons même la petite notion de politesse, du savoir-vivre, parce que le bon savoir-vivre vient avec le savoir-faire. Ils marchent ensemble. Lorsque pour un fait infractionnel, vous refusez la maternité, comme je l'ai dit, c'est très choquant. À un moment donné, nous nous interrogeons pourquoi nous sommes allés aux études. Nous devrions ne pas aller là où nous sommes allés, vous et moi, faire comme les autres et peut-être gagner sa vie. Parce que l'éthique nous oblige de ne pas faire comme les autres. Et ce pays a besoin de se remettre en place. Se remettre en place, c'est avoir une justice qui respecte sa justice. On ne peut pas avoir des acteurs de justice qui refusent d'accepter que la justice fonctionne bien. Moi, j'ai besoin de voir si c'est ça le cas. Au cas qu'on parle même de la nationalité. La preuve de la nationalité dans ce pays, c'est le certificat de nationalité. Ce n'est pas vos passeports, ce ne sont pas vos cartes d'électeurs, c'est le certificat de nationalité. Du point de vue juridique? Oui, légal. C'est la loi qui le dit. Pour être candidat président de la République, il faut avoir un certificat de nationalité. Cette procédure de la déchéance de la nationalité, c'est une procédure qui est purement civile. Ce n'est pas devant le juge pénal. Et on dit qu'on doit poursuivre Kabila comme espion rwandais, non pas comme traître de la République. Et dans quel territoire où on ferait appliquer les décisions de justice qui seront prises ici à Kinshasa? Oui, mais attendez. Avant d'y arriver, comme espion de la République, donc, il est déchu de la nationalité congolaise. Donc, il n'est pas congolais. Mais c'est devient une question préjudicielle parce que dans notre Est-ce que c'est à la justice congolaise de le poursuivre dans ces cas-là? Non, on peut le poursuivre comme espion. On l'a trouvé sur le territoire national, si c'est ça le cas. Alors, aujourd'hui, mais il faut vider d'abord la question de la nationalité. Ça s'appelle une question préjudicielle. Qui fait qu'il faut vider la question de sa nationalité. Après, revenir vers le juge pénal pour poursuivre la discussion, on nota sa nationalité. Et la loi est claire là-dessus. Voilà. Alors, lorsqu'on va... Comment on va lui ôter sa nationalité? Puisque je peux me faire naturaliser français.
Tant que c'est conforme Oui. aux lois de la République. Non. Je suis congolais. Aujourd'hui, la justice est une exclusive. Si vous prenez une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens... Non, il semble, je qui dis sont bien, dans je le me cas. suis fait naturaliser congolais. C'est-à-dire, j'ai Oui, mais pour être naturalisé... renoncé Non. à ma nationalité pour d'origine. Effectivement, pour être naturalisé, il faut passer par devant le ministre compétent. C'est ce que je dis. C'est ça, Tant le que c'est procédure, là. conforme aux lois, est-ce que je suis poursuivable? Oui, il y a poursuivable parce qu'on peut poursuivre quelqu'un par sa résidence. Même s'il n'a pas une nationalité X, on peut vous poursuivre parce que vous résidez là-bas. On peut analyser, on peut poursuivre un étranger. On en a eu déjà des cas ici qui ont commis des infractions au Congo. C'est vrai que dans le cadre des accords bilatéraux avec d'autres pays sur le plan judiciaire, on peut dire que bon, ça va, nous acceptons de le juger conformément à votre loi là-bas, mais nous le jugeons sur notre sol. Ça peut exister. Mais la question ici, parce que nous sommes dans un débat assez précis, parlons-en, c'est que nous avons vu le spectacle de l'instruction. Il y a un spectacle qui va en déphasage avec ce qui est là. Finalement, moi j'ai suivi quelques extraits, je ne sais pas de quoi finalement on parle. Tantôt on amène la signature, tantôt on amène non, c'est la maman qui a nié, ainsi de suite. Mais les juges devraient convoquer la maman. Maman Sifa vient dire que non, ce n'est pas mon enfant. Encore que là, ça peut se comprendre. Kabila de son vivant dit mon fils. Et vous qui n'êtes même pas de la famille, pas même de la province, vous n'avez même pas été comme vous avez été au Calémie avec lui. Alors, vous dites non, c'est pas son fils. Marcel, c'est assez insensé. Quelle est la perception de ces procès au sein de l'opinion internationale? Est-ce que ce procès nous retarde? Est-ce qu'on nous prend au sérieux lorsqu'on suit ce genre de procès? Nous avons déjà un problème sérieux avec notre diplomatie. Parce que déjà, nous sommes mal réputés. La République démocratique du Congo regorge des dirigeants qui ne sont pas sérieux, qui ne respectent pas leurs engagements, ou nous sommes mal réputés en termes de corruption, mais on dit que c'est-à-dire mauvaise gouvernance. La diplomatie est agissante. Elle est agissante. Nous avons une diplomatie des casinos. Je ne sais pas si on va parler de la question des Doha, on va entrer en profondeur. Donc, c'est-à-dire que ce procès est en train de ternir l'image de la République démocratique du Congo. L'image de cette République voulue démocratique. Et c'est en ces termes que je sollicite à la justice congolaise de ne plus se faire une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Parce qu'il y a un instrument qui les protège, surtout les juges. C'est la disposition de la Constitution. L'article 151 ou bien 152, alinéa 2. Les militaires, ils sont protégés par la Constitution. Parce que si vous lisez l'article 188, on vous dit, messieurs, vous êtes militaires, vous n'êtes pas à la solde d'un individu. Pour preuve, quand Joseph Kabila a quitté le pouvoir, il n'est pas parti avec les militaires. Les militaires sont républicains. Et ça, c'est la Constitution, l'article 188. C'est comme ça que je demanderai à la Cour de ne pas suivre les chambellans du roi. Parce que Maître Kabengela, je l'avais suivi sur Congo. Il était en train de dire ceci. On doit sursoir le procès de Joseph Kabila parce que ce procès ne va pas rencontrer la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, je suis offusqué de le voir se rebuffer. Et c'est lui qui chante sur l'identité. Cette question identitaire, Maître l'avait suivi ici. Est-ce qu'ils ont amené Maman Sifa pour renier la qualité de son fils? Voyez-vous? Donc, la justice devrait cesser d'être cette caisse de résonance. Où est-ce qu'ils ont eu son témoignage ou son aveu? Justement, là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. C'est comme ça que... Et d'ailleurs, je m'interroge. On est en train d'attribuer la nationalité rwandaise à Joseph. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Si Joseph Kabila était vraiment rwandais, il pouvait nous amener à l'EAC. Vous avez déjà lu la charte, l'intégralité de la charte de l'EAC. Il y a un article, une disposition qui avait attiré mon attention. Les téléspectateurs peuvent lire. L'article 149 de cette charte. On vous dit que tout ce qui est propriété de l'EAC, par exemple, ils peuvent ériger des propriétés en République démocratique du Congo. C'est comme ça que vous voyez
les belliqueux fils de Museveni, s'enorgueillit. Kainaruba. Justement. Mozi. C'est-à-dire que peut-être ils ont acquis certains biens, certains lopins de terre. Et c'est dans ça que tu sais que nous À embarquons. l'est du pays. C'est comme ça, même, monsieur Tshisekedi, le président de la République, nous avions dit, ça ne sert à rien de se disputer Pour les des lopins lopins de de terre. Notre nouvel État s'appelle l'EAC. On vous dit dans cette disposition que les biens acquis par l'EAC, même si nous quittions cette communauté, ça reste les biens de la communauté et nous, on n'a plus les droits sur ça. C'est-à-dire que s'ils ont acquis des gisements de minéraux, s'ils ont acquis des lopins de terre à l'est du pays, on n'a plus les droits dans ces gisements de minéraux et dans ces territoires. Et pour ça, ils sont capables de nous faire la guerre. Vous voyez les comportements du Kenya. Vous voyez les comportements de tous ces États-là. Ce sont des nilotiques. Mouzé, en tant que Congolais de père et de mère, Congolais de sang, n'avait pas voulu intégrer cette communauté. Joseph Kabila, on lui attribue la nationalité rwandaise. N'était pas possible en 97, en 2000, en 98, comme Azarias Roubewa était déjà à l'Est comme président de la République, c'était facile de morceler la République. Mais il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu non plus intégrer la République démocratique du Congo dans l'EAC. Il s'est appuyé à SADC. Aujourd'hui, même à la SADC, on est même incapable de contribuer. De placer un mot dans nos réunions de la SADC. Et après tout, on s'est dit à quoi nous sert cette organisation sous-régionale aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir ça et là. C'est comme ça que j'ai conclu en ces termes que le procès Joseph Kabila n'est pas un procès judiciaire, c'est tout simplement une vendetta politique. C'est une haine viscérale qui vise à écarter un candidat potentiel, peut-être dans les chefs de leur majorité, dans les chefs de leur structure politique, c'est pas moi. Si par son influence, il peut implémenter quelqu'un et faire de lui président. Et si jamais Kabila arrivait à être condamné, comment on ferait alors pour appliquer la décision de la haute cour militaire? Parce qu'en ce moment, Kabila se trouve être à Goma. Selon les dernières informations, on ferait comment? Monsieur Gédéon, je pense qu'on avait condamné Corneille Nangaa. Condamné à mort. Mais il est sur le territoire congolais. On est en train de négocier avec Corneille Nangaa. Même si on condamnait Joseph Kabila. Bon, j'estime que peut-être cette fois-ci, la Cour se comportera comme un garçon, n'est-ce pas, d'aller prendre Joseph Kabila et le ramener à Kinshasa. C'est tout simplement une vendetta politique qui vise à écarter et à fragiliser surtout l'opposition. Et dans ces complots-là, en tout cas, le peuple devait se désolidariser. Un mot. Est-ce que pour vous, le plaidoyerie, le conteste, le preuve présentée révèle l'inopportunité de ces procès? Bon, d'abord, en suivant même l'instruction, on se demande qu'est-ce qu'il va plaider sur quoi? Sur l'identité, sur la nationalité, sur quoi? Parce qu'on a été sur la signature. Les HK. Finalement, parce que ça a été, et la haute cour s'est déclarée valablement, aujourd'hui, en suivant l'instruction, en tout cas, il peut passer à la plaidoirie. Je suis en train de m'interroger, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va y aller. Mais je vous dis tout simplement que, pour moi, pour ce qui me concerne, j'estime que lorsque, en matière pénale, l'on n'a pas usé de la procédure qui est exigée, atteindre les concernés, établir des mandats là où il est, s'il est dans un autre État, parce qu'on ne peut établir le mandat que par compétence territoriale. Le reste, c'est fait par voie d'Interpol, de saisie de notre homologue, ainsi de suite. Est-ce que cela a été respecté valablement? Je constate que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on va aller juger sur quoi? Donc, ce sont les éléments Kabila, il faut rappeler que Kabila ne prend pas part à ces procès. Donc, le droit, qu'en est-il alors du droit de la défense? Est-ce que va-t-on trouver des avocats pour lui? Non, mais je trouve que je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est en procès contre Kabila, auteur et superviseur ou autorité morale de M23, mais on est avec M23 à Doha en train de négocier. C'est quoi? Ça rentre dans un contexte d'analyse politique en disant, bon, on vient avoir un peu de la matière pour essayer d'échanger là où on va aller. Bon, ça va, on l'avait condamné, on va réouvrir.
tenez la date, il y aura réouverture de ces procès et puis il y aura un acquittement. Si effectivement le haut magistrat... Au même titre que François Béa. Si le haut magistrat ne veut pas l'acquitter pour insuffisance des charges à son encontre, donc on va aller dans le cadre de la cohésion, machin, prendre un acte où l'Assemblée se réunit pour amnistier tous les condamnés, ainsi de suite, pour amener ça. Je reste lire les choses un peu d'une manière politique. Parce que juridiquement et judiciairement, je suis en train de chercher par quelle paroi, par quel couloir mon petit latte a pris est en train de me bloquer. Je suis vraiment dans le blocage du raisonnement, de la réflexion en tant qu'intellectuel. Je suis comme humain en train de me tromper peut-être, mais je trouve que le dérapage de la société est allé loin. Et que ces pouvoirs, si c'est ça qu'ils nous ont communiqué, en tout cas, je prie Dieu que les jours passent vite pour qu'ils quittent. Je lisais le commentaire sur les réseaux sociaux après l'acquittement de François Béa. Tout ça. Pour ça. Et vous êtes convaincu aussi, comme dans l'affaire Béa, Kabila sera acquitté? S'il serait condamné, je sais que par la suite... Allez, merci beaucoup. On va prendre Doha. On va prendre Doha. On se réserve de tout commentaire. On ne fait que... on ne fait faire que notre travail. Doha. Sommes-nous préparés suffisamment à affronter les discussions directes avec l'AFCM 23 à Doha, surtout après la divulgation du projet d'accord dont Jeune Afrique, nos confrères des Jeunes Afrique qui ont reçu copie. Et est-ce qu'au regard de premières... au regard des bribes d'informations que nous avons, vous êtes en droit de dire que ce accord de paix entre Kinshasa et Goma sera enfin un accord définitif qui va baliser les chemins vers la reconstruction nationale du Congo? Je suis vraiment perplexe et dubitatif à la fois. Tout simplement parce que ce sont ces genres de comportements, par exemple le procès Joseph Kabila, qui biaisent les pourparlers. Parce qu'on était en train de l'accuser comme le chef des gangs. C'était lui le président du mouvement et que Corneille Nangaa n'était qu'un simple coordonnateur. Pendant que vous implémentez certaines histoires qui biaisent les processus, qu'est-ce que nous pouvons encore espérer? Donc, Doha, c'est une nébuleuse. Ça ne peut qu'accoucher d'une souris. Et je l'ai dit toujours dans plusieurs plateaux, et même les jours qu'on avait signé l'accord des principes, j'avais réitéré, j'avais dit, c'est une nébuleuse, il ne faut rien attendre. Attendre la fumée blanche à Doha, c'est comme en train d'attendre une poule vous arborer ses gencives ou ses dents. Et puis, analyser la question de Doha, tout en isolant la question de l'accord de Washington, on ferait une analyse biaisée. Pourquoi j'ai dit qu'on ferait une analyse biaisée? Parce que l'ombre du Rwanda est sur Doha. Et formellement... Comment ça? Justement, Doha, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est c'est le partenaire privilégié du Rwanda. Le partenaire militaire, le partenaire économique et le partenaire dans plusieurs aspects. Donc pour vous, le Qatar n'est pas un médiateur neutre dans le conflit qui oppose la RDC aux belligérants. J'en viens. J'étais disant, Gédéon, que faire l'analyse de Doha en l'isolant sur l'accord de Washington, on ferait une analyse biaisée. Je préfère analyser les deux concomitamment. Nous sommes à Washington, où tous les politiques avertis ont compris avec moi que le texte qu'on avait apposé la signature à Washington a été dicté par le Rwanda. Les États-Unis ont pris acte. Nous sommes venus juste apposer la signature. Les gens ont dit que c'était un accord de paix, mais moi, j'ai toujours dit que c'était un acte de capitulation, où le Rwanda a trouvé privilège de minerer des avantages qui ne sont pas siens. Tenez, nous venons avec notre diplomatie des casinos, où
nous misons sur une Mais paix. les mots sont forts, hein. Une il, paix. il faut les nier. Je suis en train d'argumenter. Monsieur. Les mots sont forts. quand Monsieur même. Gédéon, je suis en train d'argumenter. Pourquoi c'est une diplomatie des casinos? C'est là que j'en viens. Cette diplomatie nous a permis à obtenir la résolution C'est une diplomatie de des casinos. 27 Laissez-moi vous démontrer, 73. monsieur Gédéon. Laissez-moi vous démontrer. C'est une diplomatie des casinos. Allez-y tout en chutant. Nous venons pour miser sur une paix illusoire. Par les trichements des centres congolais, des minéraux et de notre souveraineté. Les États-Unis retiennent les jetons et c'est les Rwandais qui remportent le jackpot. Quels sont les jackpots que les Rwandais ont? Premièrement, n'est-ce pas, on est en train de criailler ici que nous sommes agressés par les Rwandais. Mais avec cet accord, les Rwandais ont été blanchis. C'est-à-dire qu'ils ont gagné en légitimité dans l'échiquier international. Deuxième élément qu'ils ont gagné, c'est l'impunité. Non, le Rwanda a reconnu. Il a reconnu quoi? C'est les Rwandais qui nous font la guerre? Le Rwanda qui dit à lever ses mesures. Ce n'est pas stipulé que c'est les défensives, Rwandais. Ce n'est pas stipulé une que fois que l'on aura traqué, les neutralisé mesures les défensives FDLR, ne signifient pas que. Donc, Monsieur Gédéon. avec tout ce que Kinshasa a pu mener comme démarche ça et là, à Doha Monsieur Gédéon. ou à Washington, on se rend compte que on a débusqué le boucher de Kigali Monsieur Gédéon. et qui commence finalement, et les masques commencent à tomber. Même si on ne le dira pas ouvertement. Est-ce que vous pouvez mettre de l'eau dans votre vin? Le Rwanda a remporté jackpot. Premièrement, c'est la légitimité au niveau international. Les mesures défensives ne signifient pas que c'est les Rwandais qui nous ont attaqués. C'est-à-dire qu'il est blanchi. Il n'est plus un pays agresseur. Ils ont gagné cette légitimité. Ils ont gagné l'impunité. C'est-à-dire que les sujets rwandais qui ont perpétré, n'est-ce pas, des cas d'abus et tout ce qui va avec, ils seront plus poursuivables parce que le Rwanda n'est pas reconnu comme pays agresseur. Troisième élément, c'est nos minéraux. On vous dit la cogestion de nos parcs et puis l'intégration économique régionale. C'est-à-dire, nous restons dans les secteurs primaires. Nous extrayons nos minéraux, nous les amenons au Rwanda. C'est les Rwandais qui jouent le rôle du secteur secondaire et tertiaire. C'est-à-dire, c'est eux qui vont transformer les minéraux, ils vont chercher les acheteurs et fixer les prix. Quels sont les acheteurs? C'est notamment les États-Unis. Les États-Unis qui ont toujours concouru chaque année au budget rwandais. Et ils vont se rassurer de créer même des Quels sont les acheteurs? Des projets d'infrastructures Justement. alternatifs. Quels sont les acheteurs? En passant par, comme à l'image de le corridor de Lobito, qui finalement ne va profiter qu'aux mêmes États-Unis et aux multinationales qui sont à la base de cette situation. Justement, je continue. Allez, 1 minute pour Ouais. jeter. Quels sont les acheteurs en construction multinationale et aussi les Qatar? Parce que les Qatar, je vous ai dit ici, c'est le partenaire viable du Rwandais. Maintenant, nous sommes à Doha. Quand je dis que le Qatar, il ne faut pas faire confiance, ce n'est pas un médiateur neutre. Pourquoi? Parce que je peux même m'interroger. Monsieur Gédéon, avez-vous déjà entendu où le Qatar s'est investi comme médiateur dans un État africain et il a apporté, soit amené une paix durable? Aucun État. Le Moyen-Orient, le pays du Golfe est là. Ce sont des portes des néocolonialistes. Aujourd'hui, les néocolonialistes entrent par les multinationales, les organisations internationales et au travers les Moyen-Orient. Je vais vous donner les évidences. Pourquoi j'ai dit que le Qatar n'est pas un partenaire neutre qui peut apporter une paix durable? Nous sommes en Libye, avec les conflits libyens 2011. Le Qatar s'était investi comme médiateur. C'était quoi les résultats? Nous sommes en Somalie, avec un conflit qui a duré pendant 30 ans. Le Qatar s'était investi comme médiateur, mais le Qatar a été accusé par l'ONU. Et il apportait des drones et des armes. Aujourd'hui, les Chebab existent toujours. Nous sommes au conflit soudanais, Khartoum, Darfour. Le Qatar était médiateur. C'était quoi les résultats? Nous sommes au conflit qui opposait Érythrée et Djibouti. C'est quoi les résultats? Pas plus tard qu'hier, 2020-2024, dans le Sahel, le Niger, le Mali. Le Qatar s'était investi. Mais est-ce que le Niger et le Mali ont demeuré dans le G5 du Sahel? Qui mieux que le Qatar pouvait
Il n'y a pas les mieux discussions. que les Qatar dans ces cas de C'est figure. ce que je dis. Qui mieux que le Qatar pouvait faciliter les discussions? Les discussions devraient se faciliter ici en République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous, l'opposition non armée, nous disons, il est temps qu'on mette en branle les dialogues inclusifs. Les résultats soit la solution de la République démocratique du Congo C'est la seule recette magique. ne viendra jamais du Qatar. Il ne faut pas Ni dire que aux c'est la recette États-Unis. magique. La leçon que nous devons initiatives diplomatiques la de leçon que nous Kinshasa, devons tirer, voir à quoi ça va aboutir. c'est de dire que Lumumba avait dit l'histoire doit s'écrire en République démocratique du Congo et non ailleurs. Donc, nous devons privilégier, par contre, les discussions en interne pour résorber les conflits endogènes et aussi les conflits exogènes. Voilà. Historiquement, le Qatar s'est révélé comme un médiateur impuissant. Justement. Ça, c'est pas moi. Ce sont les propos de l'invité, Marcel Kei Kadimba. Il est cadre de Piste pour l'émergence. Maître, vous avez suivi Marcel. Il dit qu'à Qatar, nous tendons à signer un acte de capitulation. Est-ce que sommes-nous en train de perdre la guerre ou de perdre la souveraineté nationale et même territoriale sans même avoir perdu la guerre? Nous l'avons déjà perdu. Nous l'avons déjà perdu. Je suis en train de m'interroger sur la notion et l'essence même d'un médiateur. Je suis en train de m'interroger. Vous avez déjà vu un médiateur qui ne vient même pas dans ce pays-là. Vous êtes médiateur sur un conflit. Mais vous n'êtes jamais arrivé là-bas pour qu'on sache prendre les enjeux, prendre des informations sur d'autres structures pour essayer de canaliser la réflexion. Avez-vous déjà vu ça? C'est une rencontre déjà qui veulent voyager pour aller passer le temps là de discussion avec des papiers qui nous ramassent avec beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs. Alors, que fait l'opposition concrètement pour faire échec à cet accord de paix sous médiation de l'opposition? Parce qu'il faut se réveiller. Moi, je me dis, d'abord, fait criant, c'est que aucun représentant du gouvernement congolais n'est là-bas. Il y avait, lors de du premier voyage, Jacques Chabani, qui est parti en qualité d'observateur pour le compte du gouvernement congolais. C'est lui qui signe, c'est le représentant du chef de l'État. Que faites-vous exactement pour mettre en échec ce plan? J'ai pensé répondre à la question bien longtemps. Okay. Ne faites pas le travail des invités. Nous sommes en train de faire observer quelque chose d'important. Un médiateur, c'est quelqu'un qui a des manches longues pour avoir des éléments. Il ne se contente pas seulement des concernés. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous posez la question, vous, opposition, qu'est-ce que vous faites? Il y a déjà une opposition là-bas. Elle s'appelle opposition armée. Nous avons commencé à crier, à conseiller au pouvoir en place qui est à partir de Bounala, il faut arrêter cette hémorragie. On peut bien arrêter les morts. Comment vous pouvez légitimer la chute des territoires qui est l'œuvre du Rwanda comme une opposition armée? Tous savons que c'est le Rwanda qui est derrière tout ce mort et la chute d'importantes villes. Moi, je ne suis pas dans cette lecture. Refusez de faire trop de récitations sur ce qui s'est en train de crier. Il y a une agression, tout le monde est d'accord, l'agression est là. Nous sommes allés aux États-Unis pour leur dire que venez nous aider à chasser ces pays. Les États-Unis n'ont pas choisi notre voie. Ils ont dit chasser. Non, signez plutôt avec lui, moi je deviens médiateur. C'est un échec. Et vous voulez dire qu'on ne parle pas d'une diplomatie des casinos. C'est quoi une diplomatie des casinos? C'est avoir échoué à la demande que vous avez faite. Même si vous parlez de la résolution. Vous avez lu la résolution comme moi. Vous ne lisez pas la résolution comme des vulgaires. Qu'est-ce que ça a dit concrètement? Et ça a quel impact sur la société? Revenons à Doha. Moi, je ne rentre pas dans ce truc-là parce que c'est un échec déjà. Doha, on ne sent pas sa présence. C'est invité déjà, le roi se met là-bas comme médiateur, bon, il vous loge ainsi de suite, vous venez, il vous présente un document. Mais pourquoi Doha présente les documents? Parce que nous sommes incapables de proposer. Nous avons proposé, et tenez la date, nous allons revenir ici. La solution africaine apportera des solutions africaines. Je suis en train de rêver, de voir l'Union européenne faire une activité, une session,
attribuer ça à la SADC et à l'EAC, ou venir chiter par un dialogue qui sera avec la SEDCO. Parce que les problèmes congolais, les problèmes de notre pays sont des problèmes que nous savons tous. Kinshasa ne semble pas avoir de bonnes relations avec presque tout le pays africain ou encore ce voisin. Quitter Doha pour que la médiation soit assurée par un pays africain, ce ne serait pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean pour habiller Saint-Paul. Mais si Saint-Paul avec sa nudité pouvait rester nu et que Pierre pouvait s'habiller et Paul restait dans la maison, où est le mal? Parce que lorsqu'on est nu, on doit se cacher. On peut dire que bon, l'autre est en train d'aller à Kingabwa, laisse-lui porter les habits et toi tu restes dans la chambre en attendant qu'il rentre. Il va faire le tour de rôle. Donc aujourd'hui, comment on appelle ça? Doha. Si Doha vous disait qu'en tout cas j'ai mal à la tête, ça suffit et allez trouver la solution entre vous. Nous allons faire quoi? Nous devons être capables de nous écouter. Aujourd'hui, les reproches que nous faisons au président de la République, c'est de lui dire il faut être au-dessus de la mêlée, ne restez pas président de l'Union sacrée. Et pour être au-dessus de la mêlée, il faut accepter d'écouter les critiques de l'opposition. Parce que la loi, le statut de l'opposition vous dit que parmi les droits de l'opposant, c'est connaître la gestion, critiquer et proposer des pistes, présenter des pistes de solution. Nous l'avons toujours fait. Est-ce qu'il faut venir avec le syllabus de nos propositions pour voir que nous l'avons écrit? Nous l'avons toujours fait. Nous pensons, et là, on n'a même pas besoin de s'éterniser sur la question, nous pensons qu'il est temps que les Congolais se comportent comme des responsables. Un pays souverain, c'est un pays qui est capable de trouver des solutions à ses problèmes. Doit aussi à ses ennuis. Washington ou quoi, ils ont leurs problèmes. Essayons de traiter nos problèmes en disant que, écoutez, les pays nous appartiennent tous. Merci beaucoup. Nous n'avons pas été capables de vous diriger avec des promesses, des escarmouches ou de ceci. À Kokota Zamba. Voilà. À Kokota Zamba, au Sakanate, ainsi de suite. Nous n'avons pas été capables de réaliser cela. Nous pensons qu'avec des intelligences que nous avons, nous pouvons nous associer et parler, trouver la solution du Congo et ça sera ça la solution. Ne me posez plus la question de la proposition que nous faisons parce que nous avons toujours posé la proposition, j'ai dit. Merci beaucoup. L'opposition doit faire des contre-programmes pour le développement du Congo. Eh bien, quand on a lu quand on est tombé sur le projet d'accord, on parle d'un accord sur les statuts d'autonomie des Dékivu pendant 2 ans jusqu'à la préparation d'élections, transparence et démocratique en 2027. Et Kinshasa qui a réagi via le président de la République et qui juge insatisfaisant ces projets d'accord qui a été envoyé par les facilitateurs, l'émir du Qatar, si on ne fait rien pour réfléchir ensemble et leur reformuler la contre-proposition, la contre-offre, celle qui va assurer la souveraineté nationale et territoriale de notre pays. En tout cas, au regard de ce que je lis, moi personnellement, je n'en suis pas convaincu. Il faut se réveiller et rectifier les tirs. Allez, bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs.